Bonjour Pascal Carotte. Bonjour Oui, Pascal bonjour. Carotte. Oui, Parfait. bonjour. Vous m'entendez? Il n'y a pas eu de déconnexion, c'est bon? Non, je vous entends très Mer- bien. Je vous entends, je vous vois. Les auditeurs vous entendent et vous voient. Vous êtes membre de la rédaction de L'Éclaireur, Oui. un journal en ligne tout à fait passionnant où vous êtes très attaché à défendre plusieurs causes, dont celle de la liberté d'expression. Oui, tout à fait. Bah, c'est quand même une liberté fondamentale. Sans liberté d'expression, il n'y a plus de démocratie, hein. Donc effectivement, et on voit que, pas qu'en France, hein, mais dans toute la sphère occidentale, elle a tendance à se réduire en peau de chagrin. Ce qui est mauvais pour le débat public, ce qui est mauvais pour la concorde civile également, et ce qui ne laisse pas présager de bonnes choses pour l'avenir. Alors, cette liberté d'expression constamment menacée, et sous quelle que soit la présidence française, on ne peut pas dire que le Sarkozy ait été un bien meilleur défenseur de la liberté d'expression que ses successeurs ou ses prédécesseurs, par exemple. Elle est malgré tout sérieusement menacée depuis une série de lois, comme la loi Pleven ou évidemment la loi Taubira, etc., où on sent que le gouvernement français, qui a une petite tradition de censure, a décidé de contrôler le plus étroitement possible cette liberté d'expression, et notamment avec l'apparition d'Internet, qui est une espèce de catastrophe absolue. Voilà, on ne peut plus tenir tous les journaux en laisse, puisque chaque citoyen est devenu un média. Et vous venez de Oui, publier un rapport là-dessus. oui, tout à fait. Alors, ce rapport a été publié par Civilization Works. Je l'ai rédigé avec mon collègue italien Thomas Fazi et il a été édité par Michael Ah, alors on ne vous entend plus. Schenberger, la classe dirigeante, quelle qu'elle soit. Vous ne m'entendez plus? Oui, si fait. Maintenant, on vous Allô? réentend. Parfait. Ah, d'accord. Très bien. Autant pour moi, oui, j'espère que ça ne vient pas de ma connexion Internet. Donc, je disais donc que la liberté d'expression, en tout cas la classe dirigeante française, a jamais été très très favorable à la liberté d'expression, qu'elle soit de droite ou de gauche, hein. Ça, pour le coup, ils se ressemblent tous bien. Euh, euh, alors, faut revenir un petit peu à ce qu'est une liberté à la base. Une liberté, c'est quelque chose dont on a décidé que l'exercice ne causerait jamais de préjudice à la société. Donc quelque chose dans lequel l'État s'interdit d'agir. Voilà. Alors même si effectivement, en usant de sa liberté d'expression, on peut causer préjudice à autrui, hein, on peut porter atteinte à des personnes, à des groupes de personnes, d'où la diffamation et l'injure, qui sont des délits qui ont été inclus dans la loi sur les libertés de la presse de 1881 et non pas dans le code pénal, ce qui donc interdit au pouvoir public, au parquet, disons-le franchement, de s'autosaisir, hein. Il faut automatiquement une plainte d'une des personnes offensées pour pouvoir lancer donc l'action publique. Ce qu'on a vu en 1972 avec la loi Pleven, c'est l'introduction de manière oblique d'une forme de contrôle de la parole, alors je dirais, avec d'excellentes intentions, puisqu'il s'agissait de lutter contre les discriminations et le racisme, qui a vu donner à deux associations, alors à l'époque c'était le MRAP et puis la LICRA, hein, la possibilité donc de déclencher l'action publique judiciaire, hein, non pas civile ou administrative, comme une tierce partie, c'est-à-dire sans être directement victime, hein. Ouais. Donc ça veut dire C'est que là, quel... l'État a favorisé deux associations pour qu'elles se sentent offensées toutes seules et qu'elles décident donc de faire en sorte que la machine judiciaire soit lancée, l'État ne pouvant pas s'autosaisir. Et là, c'est le début en fait d'un engrenage qui aboutit aujourd'hui à ce qu'on a vu il y a peu de temps, c'est-à-dire l'Arcom et Aurore Berger, qui expliquent qu'une dizaine d'associations de gauche vont les aider à faire régner l'ordre et la morale sur Internet. Tout à fait, c'est tout à fait ce qui a été fait. Alors encore une fois, on n'a pas encore, on n'a pas constaté d'effet important de la web Pleven avant la libéralisation de la radiodiffusion et de la télédiffusion, hein. Mais dans les faits, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'ensemble des médias français vivent sous un système ou un régime qui est comparable à celui du DSA depuis 1972, depuis 53 ans. Et donc l'État ne pouvant pas, enfin je dis bien l'État, hein, parce que le gouvernement, c'est pas la même chose, c'est uniquement
le gouvernement temporaire, en tout cas, ou temporel plutôt. L'État a donc décidé de déléguer le contrôle du discours, donc avec la possibilité donc, de se retrouver traîné en justice par des associations qui sont des associations militantes. Alors, j'ai rien contre, a priori. Faudrait plutôt qu'il y ait comment dire, un équilibre entre les associations de gauche et de droite. En fait, ça s'annulerait. Et c'est quelque rappelons chose qu'il existe des associations de droite qui vont en justice, comme la Griffe, mais rappelons aussi que, bizarrement, chaque fois que la Griffe porte plainte, elle n'a pas gain de cause, ou très rarement, alors que chaque fois que les associations de gauche portent plainte, elles ont très souvent gain de cause. Mais la Griffe est-elle accréditée ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la possibilité de se porter partie civile comme tierce partie demande une accréditation ministérielle. C'est exactement la Griffe est accréditée, c'est-à-dire en fait, donc chaque fois qu'elle porte plainte, l'affaire est instruite et jugée. Et en fait, c'est le résultat qui évidemment n'est pas à la hauteur. On peut porter plainte quand quelqu'un vomit le drapeau français, quand quelqu'un brûle le drapeau français, quand quelqu'un a des propos violemment antichrétiens. En revanche, la justice française considère, pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont évidemment justes, qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, alors que quand il s'agit de propos de haine, la justice française considère au contraire que la plupart du temps que la matière est grave. Dans votre rapport, vous dites quelque chose qui est tout à fait important, c'est qu'en fait, la France a été vraiment le modèle et l'artisan justement du DSA, cette législation de l'Union européenne pour contrôler Internet et pour prétendre apporter la sécurité à Internet et en fait contrôler les contenus qui y sont passés, et qu'on sent que le gouvernement français ou même les Français à la Commission européenne comme Thierry Breton ont vraiment travaillé main dans la main, par exemple avec les Américains, pour verrouiller Internet et faire en sorte que cette liberté d'expression soit encadrée de la manière la plus étroite possible. Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait, toutes ces lois donc, qui visaient à modérer donc le discours sur Internet et les réseaux sociaux devaient à l'origine être passées état par état. On l'a vu par exemple en Allemagne avec la loi Netzgesetz qui est passée en 2017, si je ne m'abuse. On l'a vu avec la loi Atia en 2020. Qui a été censurée à plus de 80% par le Conseil constitutionnel, puisque étant attentatoire à la liberté d'expression. Et c'est donc pour cela qu'on est passé au niveau européen. Les Américains, eux, voulaient le DSA pour une raison extrêmement simple, c'est que c'était un moyen de contourner de manière oblique, le premier amendement, et donc d'obtenir une censure du public américain en utilisant l'Europe comme un proxy. En tout cas, c'est ce que voulait donc le Parti démocrate. Ça, aujourd'hui, c'est établi. On a pu voir, par exemple, Thierry Breton rencontrer très régulièrement une personne qui s'appelle Anne Neuberger, qui était la conseillère à la sécurité adjointe de Joe Biden, en charge des questions de cybersécurité. C'est pour ma part la première fois que je vois la Maison-Blanche à ce niveau-là rencontrer un commissaire européen. Généralement, à ce niveau-là, ça se fait via le département d'État ou bien les administrations compétentes, par exemple le bureau du directeur de la cybersécurité créé en 2021 par Joe Biden, ou bien par CISA, qui est l'agence de la sécurité, de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures. Ce qui est également intéressant, c'est de considérer la chronologie, puisqu'on voit que le DSA, donc adopté en 2020, sous la présidence française, ne n'oublions pas, après que la loi Avia eut été censurée par le Conseil constitutionnel, eh bien la dernière date butoir pour le mettre en œuvre, comme par hasard, se situait en mars 2024, c'est-à-dire à peu près 5 à 6 mois avant l'élection américaine. Alors, cette collusion de l'État français ou des grands commis français à l'étranger, comme Thierry Breton, avec les États-Unis, elle a aussi d'autres variantes, comme par exemple la manière dont Emmanuel Macron lui-même a constamment poussé à la roue pour obtenir le contrôle de X, qui s'appelait alors Twitter. Alors nous, ce qu'on a, c'est qu'on a une série d'emails effectivement internes que nous avons publiés, qui sont des emails internes à Twitter avant le rachat par Elon Musk, je tiens à le préciser,
Et qui montre qu'Emmanuel Macron cherchait à avoir un contact personnel direct par téléphone ou par SMS avec Jack Dorsey, le PDG de Twitter, effectivement. Mais ça, c'est pas nouveau, puisqu'on sait qu'il a invité plusieurs fois, au moins 2 fois, un Mark Zuckerberg à l'Élysée. On sait également qu'il avait déjà rencontré un Jack Dorsey en 2019, puisqu'on a des photos d'une rencontre à l'Élysée avec donc le PDG de Twitter. Alors, petit. C'est pas beaucoup de choses sur, je dirais, l'éthos et la psyché de. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah d'accord, non, parce que je vois que ma connexion Internet est instable, c'est pour ça que Elle est instable, en effet. Il serait peut-être prudent qu'on repasse non pas en Zoom, mais qu'on repasse en téléphone. Mais continuons à parler le temps que la solution technique se dessine. D'accord. Et que c'est la psyché d'Emmanuel Macron, mais c'est pas nouveau, ça, on le connaît. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment les ONG, parce que là, pour le coup, on a des échanges d'emails extrêmement intéressants sur une procédure judiciaire qui a été initiée par l'UEGF, SOS Racisme, SOS Homophobie et puis J'accuse, où l'on voit réellement que des ONG, dans le cadre d'une procédure judiciaire, poussent à la roue pour... Alors, voilà. Alors, nous allons vous appeler au téléphone et ça marchera presque aussi bien que la connexion Internet avec un peu de chance, et surtout ça marchera mieux. Dans ce que vous expliquez dans ce rapport tout à fait passionnant, donc qui est paru début septembre, il y a cette manière dont l'État français veut prendre le contrôle entre guillemets d'Internet, veut surtout faire en sorte que les réseaux sociaux soient contraints. Voilà, on est en train de vous appeler et je propose que nous basculions donc tout de suite d'Internet au téléphone. Voilà, et donc il y a ce contrôle qui est exercé et on décide en fait de faire en sorte que ce contrôle soit le plus complet possible. Par exemple, c'est un fonctionnaire français qui se retrouve à la tête de Facebook en France, si je ne m'abuse. Non, mais réagissez, je vous en prie. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et... si vous avez vu, alors il y a l'État français, c'est ce qu'on explique dans notre rapport également, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'État profond en France. Contrairement aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de spoil system, donc il n'y a pas de changement à tous les postes clés de la dans les administrations, à chaque changement de majorité ou à chaque changement de président ou de gouvernement. Alors il y a quelques personnes qui bougent, etc. Mais bon, ça reste plus ou moins les mêmes. Et donc l'État français, notamment alors sur des aspects fiscaux, bien sûr le contrôle fiscal est l'arme absolue à ce niveau-là. Et donc Facebook a eu pas que Facebook, d'ailleurs aussi Microsoft a également été acquisitionné, Twitter également, il me semble, une fois, pour des raisons fiscales, puisqu'ils avaient la mauvaise idée de facturer des clients français à partir de pays étrangers, et donc on les suspectait donc de frauder ainsi sur l'impôt sur les sociétés. Bon, puisqu'effectivement, quand on facture à partir d'Irlande ou du Luxembourg, c'est pas tout à fait le même tarif. Alors effectivement, pour résoudre ce genre de problème, il n'y a rien de mieux que de nommer, enfin en tout cas que de recruter un haut fonctionnaire, oui. Et ça, c'est pas nouveau, encore une fois. C'est ce qui explique le fait que, vous regardez les banques françaises, il me semble qu'il y en a une seule qui n'est aujourd'hui pas dirigée par un énarque. C'est la Société Générale et le PDG est même issu de Sciences Po. Mais il y a bien sûr cette collusion des milieux d'affaires et des milieux politiques en France, cette manière qu'a l'État d'envoyer ses commis dans un mouvement de va-et-vient dans la société civile avant que parfois ils ne reviennent dans l'État. Mais il y a surtout cette idée que une bonne partie des poursuites qui ont été lancées étaient plus un instrument de pression par rapport à cette liberté sauvage apportée par les grandes plateformes américaines dans un débat français qu'on avait
l'habitude de maîtriser, avec un système de journaux sous contrôle à cause des subventions qu'ils perçoivent. Évidemment, le vôtre, l'Éclaireur et Radio Courtoisie n'en perçoivent aucune. On sent une volonté vraiment étatique et macronienne de capter en fait tous ceux qui sont susceptibles de construire l'opinion. Vous soulignez aussi dans votre rapport, par exemple, que c'est Emmanuel Macron qui a accordé la nationalité française à 2 dirigeants de grandes plateformes. Oui, c'était encore une fois un moyen de les rendre obligés, quoi. C'est assez. Là, on se retrouve au temps de l'Ancien Régime, quoi. C'est le fil du prince. Hein. Mais c'est pas nouveau, encore une fois. Faut pas oublier, par exemple, que notre ami Colbert avait mis en place ce qu'il appelait la direction de la librairie à l'époque, sous Louis XIV, donc qui accordait un privilège royal pour la publication. C'est assez intéressant, puisqu'en fait, c'était à la fois un précurseur du droit d'auteur moderne, puisqu'il garantissait à un libraire, à un imprimeur ou un éditeur l'exclusivité de la publication d'un ouvrage à partir du moment où l'ouvrage avait été censuré par les censeurs royaux, dont, par exemple, la faculté de théologie de la Sorbonne, qui a joué ce rôle-là depuis sa fondation en 1253, ce qu'on oublie beaucoup. Donc cette tradition est très très vieille, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, on a vu un empilement législatif frénétique, d'une parce que les réseaux sociaux, c'est tout de même assez récent. Il ne faut pas oublier que Twitter, YouTube, Facebook ont été fondés en 2005. Donc c'est quand même récent. Avant, voilà. Faut pas oublier non plus que la loi LCEN, donc la loi sur la confiance en l'économie numérique de 2004, permettait déjà un certain nombre de censures. Mais attention, des censures là pour le coup sur base de procédures judiciaires, donc qui concernaient des contrôles, en tout cas des contenus considérés comme étant illégaux. Malheureusement, on y avait aussi rajouté des aspects administratifs, qui là sont beaucoup plus problématiques. Mais c'est pas du tout nouveau. Ce qui s'est passé en fait, c'est en 2016. 2016 a été une année pivot. Il y a eu tout d'abord, Donald Trump qui a mené une campagne profondément anti-establishment et avec succès pour remporter la nomination du Parti républicain. Ce qui a poussé Barack Obama à créer ce qu'il appelait le GEC, le Global Engagement Center, qui était ni plus ni moins qu'une machine à censurer le public américain au motif d'ingérence étrangère. Il y a eu le Brexit, n'oublions pas, qui a été une secousse absolument énorme pour l'ensemble des pays européens et de la sphère occidentale. Et puis il y a eu l'élection de Donald Trump et le Russiagate. Donc c'est à partir de ce moment-là, on voit vraiment qu'il y a une peur panique qui s'est emparée des établissements occidentaux et qui se sont dit « Ah mais dites donc, là, il y a une montée du populisme qui est claire. Cette montée du populisme résulte de désordres informationnels qui sont dus aux réseaux sociaux. Donc il faut réguler les réseaux sociaux. » C'est aussi bête que cela. Je suis en train de recevoir Pascal Clairotte, donc membre de la rédaction de l'Éclaireur, qui nous parle de son rapport qu'il vient de publier, qu'il a publié début septembre, justement sur la France championne de la censure, pour le dire de cette manière-là. Pascal Clairotte, effectivement, on se retrouve avec une explosion des réseaux sociaux, une espèce de fragilité démocratique, autrement dit, brusquement, les gens se rendent compte qu'il y a d'autres canaux d'information que Le Monde et Le Figaro, et que les gens sont capables d'échanger des informations et des opinions sur des canaux qui ne sont pas propriété du pouvoir, ni surveillé par le pouvoir, ni sous influence du pouvoir. Et il y a une inflation législative avec Emmanuel Macron qui n'est pas juste due au fait que l'État a envie de rattraper la société et de légiférer sur les usages, mais qu'il y a vraiment des lois liberticides et qui sont nombreuses sur la manière de parler de l'avortement. Eh bien, donc, on a une loi qui date de François Hollande pour expliquer qu'on ne peut pas en parler comme on veut. La loi Atia aussi. Vous nous parliez de la loi LCEN, mais qui avait été détournée. Et depuis, en 2018, on a eu la loi contre la manipulation de l'information. Donc,
vraiment, on sent Emmanuel Macron très anxieux de faire en sorte que personne ne puisse s'exprimer en dehors des cadres qu'il désire. Vous vous souvenez que pendant le Covid, même, il avait imaginé qu'il y ait un organisme d'État qui soit certificateur des bons contenus. D'ailleurs, ça a été mis en place avec un site internet qui a duré quelques semaines où l'État expliquait quels étaient les bons articles qui étaient parus sur le Covid et quels étaient les mauvais. Et l'ensemble de la profession était appelé à se transformer en vaste organisme d'autocensure. Donc vraiment, Emmanuel Macron est obsédé par l'idée qu'il faut que toute la parole soit réglée, surveillée, gouvernée et empêchée le cas échéant. Alors Emmanuel Macron et tout l'establishment, puisque Emmanuel Macron n'est qu'une manifestation, ce n'est que l'ultime manifestation de cela. J'ai toujours un petit problème, moi, systématiquement, imputer cela à des personnes en particulier, même si effectivement son action est indéniable. Mais il ne le fait pas de lui-même, il est aussi poussé à la roue par d'autres. Oui, non, mais ça, c'est pas. On a vraiment une volonté de contrôler le discours pour une raison très simple. C'est que sur les réseaux sociaux, en fait, personne n'est suffisamment bête pour croire qu'on y voit la réalité. Mais en revanche, ce qu'on y voit, et c'est tout à fait passionnant, c'est le long processus social contradictoire, parfois conflictuel, d'établissement de la vérité. Et on l'a vu notamment durant la Covid avec les vaccins, par exemple. Et on s'est rendu compte que toutes les censures possibles et imaginables qui ont été mises en place ont parfaitement été contournées et que ce processus est tout simplement inarrêtable. Qu'est-ce que ça veut dire pour des gouvernants aujourd'hui ? Ça veut dire qu'à très brève échéance, ils ne peuvent plus mentir ou ils ne peuvent plus dissimuler, ce qui effectivement peut poser des problèmes, mais certainement pas dans des cas comme la Covid ou autres, qui sont des cas tout de même de santé publique, où là, excusez-moi, aller classer secret défense la gestion de la Covid, celle-là, je ne l'ai encore jamais vue, quoi. Donc on voit vraiment une tension d'un système en face de gens qui se réapproprient le discours, de gens ça fait tout de même 40 ans qu'on répète aux Français qu'ils sont racistes, fascistes, etc. C'est ce harcèlement d'ambiance continue. Moi, je viens moi-même de la gauche, donc j'en parle de manière autant plus décomplexée. Donc qui a consisté à jouer électoralement l'abstention pour préserver les équilibres électoraux des partis établis intacts. On sent vraiment qu'il y a une peur panique, et puis également au niveau européen, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que de plus en plus que l'Union européenne est un échec abouti, qu'elle n'a absolument pas du tout livré ce qu'elle devait livrer. Alors, néanmoins, cette Union européenne, elle aussi, pond régulièrement une législation qui d'ailleurs s'impose aux États membres sur cette liberté d'expression. On a l'impression que l'idée que les gens puissent s'exprimer librement est vécue comme étant la pire des possibilités démocratiques, et que la vraie démocratie consisterait à avoir un ministère de la vérité européen avec des déclinaisons nationales. Oui, c'est tout à fait ce qu'ils veulent, mais encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en tout cas en France, un peu moins ailleurs en Europe, mais en France, le premier oripeau du pouvoir, ça consiste à parler le premier, et le second à distribuer la parole. Donc il y a aussi des aspects culturels, et il ne faut pas oublier non plus que les institutions européennes, dans leur fonctionnement, proviennent du centralisme jacobin français. Regardez comment fonctionne la Commission européenne, vous y rentrez par concours. Voilà, donc l'influence française, je dirais, sur ces institutions est également immense. Alors même si aujourd'hui, ce n'est plus la France qui est dirige, c'est très clairement les Allemands qui ont pris la main, mais la philosophie reste là. Et vous avez effectivement une volonté parce que, encore une fois, il est très facile aujourd'hui de remettre en cause les discours officiels et de démontrer qu'ils sont faux. Alors, ils sont faux, et ce qui est intéressant dans votre rapport, c'est que vous bénéficiez notamment de ce qu'on a appelé les Twitter Files, autrement dit les dossiers Twitter, autrement dit la manière dont Elon Musk a décidé de rendre publiques les archives privées de la société qu'il venait de racheter, avec l'ensemble justement des courriers, des courriels échangés entre X, anciennement Twitter, et plusieurs autorités dans le monde. Alors non. Alors oui et non. En ce qui concerne la France, nous on s'est quand même bien cantonné à des échanges privés. À partir du moment où ça sort, il y a des aspects juridiques aussi à prendre en compte. Et puis il y a des gens qui n'y sont pour rien, qui faisaient juste leur travail.
Pour nous, ce sont essentiellement donc des communications internes à Twitter. Mais on voit très bien, effectivement, en tout cas aux États-Unis, ça a parfaitement été établi, la collusion des plateformes avec le FBI et avec une partie du système, avec une partie en tout cas de la communauté du renseignement. Hein. Ça a parfaitement été établi. C'était le principe de GEC. Et on voit effectivement en France. Alors en France, l'État ne formule pas ce type de demande. Hein. L'État ne peut pas, par exemple, demander la suppression d'un compte. Hein. Il peut attirer l'attention sur un compte et là, Twitter va regarder si effectivement ce compte respecte les conditions d'utilisation ou pas. Hein. Aux États-Unis, il y a eu des demandes. En revanche, ce sont les ONG qui, elles, là, on a ces communications. Hein. Alors pas des ONG, mais internes à Twitter, qui affirment que des ONG ont exigé la suppression de comptes. Voilà. Ce qui est tout de même assez grave. Et ce qui va encore une fois bien plus loin que les obligations légales qui ont été imposées à ces plateformes. Donc c'est extrêmement inquiétant, c'est une dérive. Oui. Et encore une fois, ça ne fonctionne pas. On voit très bien, ça ne fonctionne pas. C'est juste incontrôlable. Alors, c'est incontrôlable, ça ne fonctionne pas, mais malgré tout, on sent un énervement, une irritation et une pression de ces ONG pour imposer leur vérité et faire en sorte de recouvrir le réel de leur chape de plomb. Ces ONG partagent ce réflexe de défense hystérique avec aussi de grands médias, comme les grands médias d'État. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans un instant avec Arthur de Vatrigan. Restez avec nous, Pascal Clairotte, et nous pourrons poursuivre cette discussion sur la liberté d'expression avec Arthur de Vatrigan juste après sa chronique. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Voilà, et Pascal Clairotte, donc, vous êtes donc un journaliste vous-même, journaliste indépendant, avec ce média L'Éclaireur. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire des révélations de l'incorrect qui ont apporté la preuve palpable et audible des collusions entre la gauche politique et le service public médiatique? Ah ben c'est vieux comme le monde. C'est pas. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que là, on en a vraiment la preuve. C'est vraiment vieux comme le monde. Enfin, ça c'est pas nouveau. Ça. Mais en revanche, non, ce qui est assez amusant, c'est la réaction. Hein, parler d'image volée, ben non, une brasserie, c'est un lieu public. Hein, bon voilà, donc on peut librement y filmer. Hein. Rien n'a été volé. Et bon courage donc à ces gens pour rester en justice, parce que l'information est d'intérêt public. Alors, la présidente de Radio France et la présidente de France Télévisions, qui sont des femmes pas du tout de gauche, mais engagées, expliquent que CNews et Europe 1, en fait, en font tellement autour de cette histoire de l'incorrect qu'il est nécessaire de dénoncer une campagne de dénigrement, parce que le fait d'accuser le service public d'être truffé de journalistes de gauche mettant en valeur les gens de gauche au détriment des gens de droite a je cite, un caractère outrancier et déséquilibré qui contribue à miner la confiance dans l'information du service public. Alors, est-ce que véritablement, dans l'histoire de la censure que vous faites, dans la manière dont on a les preuves de ce pouvoir, qu'il soit américain, européen ou français, qui passe son temps à mettre ses pattes dans les rouages des internets pour faire en sorte de contrôler les paroles, est-ce que véritablement la parole publique est si solide que ça? Est-ce que c'est ce dernier soubresaut qui la fragilise, ou est-ce qu'on n'avait pas déjà le sentiment que les citoyens étaient partis s'informer ailleurs? Ben, regardez l'audimat, tout simplement. Regardez les scores du JT de Mme Salamé, par exemple. Hein. C'est juste calamiteux. Non, je pense que alors l'énorme problème du service public et de beaucoup de médias, je dirais mainstream en France, c'est la confusion qui est faite systématiquement entre faits et opinion. Hein. Les faits ne sont pas l'opinion. D'abord, on énonce les faits et ensuite, on donne son opinion en précisant bien qu'on donne son opinion. Or, aujourd'hui, ce n'est quasiment plus fait. Hein. Bon, on voit très bien également que depuis, on va dire depuis la libéralisation, depuis 1981, soyons clairs, hein, donc depuis l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, il y a un espèce de magistère de la parole qui incombe à un certain nombre de personnes et qui sont absolument terrorisés à l'idée de le perdre. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les gens ont parfaitement compris ça. Puis effectivement, aujourd'hui, on n'a plus besoin qui regardent la télévision. Je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis, là, il y a encore un gros scandale parce que Jimmy Kimmel
a été viré par ABC. Alors Trump en a fait des tonnes, etc. Charlie Kirk, alors ça n'a rien à voir avec Charlie Kirk, de toute façon, c'est une mauvaise blague, on ne vire pas les gens pour une mauvaise blague. La réalité, c'est quand on regarde les scores d'audience de Jimmy Kimmel, qui était l'un des plus gros, l'une des plus grosses émissions donc de late night, donc de seconde partie de soirée traditionnelle avec humoristes, promo, cinéma, etc. Aujourd'hui, quand on regarde, si vous avez mieux, au premier trimestre 2025, c'est moins 24% d'audience sur le groupe d'âge 18-49 ans, avec un nombre de téléspectateurs moyen de 178 000 personnes dans cette classe d'âge. On parle des États-Unis, un pays de 325 millions d'habitants. Donc cette émission était déjà morte. Les médias donc verticaux sont finis, c'est terminé. Arthur de Vatrigan. C'est un argument que j'entends depuis pas mal de temps, que la télé est finie, qu'on passe par autre chose. Parce que les scores de télé sont quand même assez importants. Ceux qui sont encore qui ont un pouvoir important de décision, tout simplement parce qu'ils sont majoritaires sur les votes, sont les fameux boomers qui sont fait un peu attaquer ces dernières années. Les boomers regardent massivement la télévision. Et j'ai le sentiment, alors après j'aimerais bien avoir votre avis, qu'on parle beaucoup, ça va être de l'information, et en effet, il y a d'autres canaux d'information qui sont ouverts et on peut s'informer ailleurs. Sauf que la majorité des gens ne s'informent pas parce qu'ils ont autre chose à faire que de s'informer. En revanche, ils regardent beaucoup de documentaires, beaucoup de séries, beaucoup de téléfilms, et là, ils le regardent à la télévision. Et si vous regardez ces téléfilms et ces séries, ils regardent massivement sur les chaînes d'information, sur les chaînes publiques, pardon. Et il suffit de regarder un ou deux téléfilms ou une de deux séries pour comprendre qu'on est sur une fiction avec une perfusion idéologique. Alors qu'on dit, les chaînes d'information, c'est 5% d'audience. Un téléfilm ou une série France 2, vous avez 6, 7, 8 millions de personnes qui peuvent regarder sans compter les replays. Donc le souci, ça reste quand même une institution avec des moyens énormes, qui ont des canaux de diffusion que d'autres ne pourront jamais avoir et qui sont impunis. Donc on ne peut pas ne pas passer à côté de, non pas forcément la disparition du service public, mais une vraie contre-révolution du service public. Ah oui, mais ça c'est une évidence, effectivement. Là c'est plus possible. D'autant que aujourd'hui le service public audiovisuel, c'est le plus grand groupe de médias de France. Rappelons que TF1, groupe TF1, donc qui est le deuxième groupe de médias privés en France, derrière France Télévisions, le premier groupe de médias privés, pardon, doit réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,3 milliards en 2024, alors que le budget de l'audiovisuel public est de 4 milliards. Effectivement, sans compter les recettes publicitaires qui doivent avoisiner les 500 millions d'euros par an. Donc on a affaire effectivement à une machine absolument énorme. On parle de 10 chaînes nationales de télévision, c'est gigantesque. Plus 8 chaînes plus 8 stations de radio nationales et 44 radios locales. Donc on a affaire effectivement à une machine absolument énorme et qui est tout naturellement toujours du côté du pouvoir. Qu'on le veuille ou non, puisque c'est un service public, donc ça pose problème. Et effectivement, il faudrait très sérieusement penser à dégraisser le mammouth, comme disait Claude Allègre. Je pense que c'est... Alors, quand vous parlez des téléfilms et autres, là c'est encore dans tout ce qui est production de documentaires ou de fiction, là c'est le CNC qui va plus poser problème, si vous avez mieux, puisque même si le service public participe au financement, le premier financeur reste le CNC. Et ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est pour le cinéma. C'est celle de la production culturelle en France, qui est contrôlée exactement de la même manière que l'audiovisuel public. Mais là, le CNC, c'est pour le cinéma, mais le budget de France Télévisions a un budget interne hors CNC pour produire des séries, pour produire des téléfilms, pour produire des documentaires, et parfois, il y en a des bons. Et ça, je le reconnais. Par exemple, sur Arte, qui est le service public, il y a des choses très bien. Mais si vous regardez un téléfilm lambda qu'on appelle le téléfilm ou la série du dimanche soir sur France 2, à chaque fois, ce sont des séries qui sont collées à l'actu. Et à chaque fois, vous avez le discours gauchiste, mais qui est infusé l'air de rien et qui est beaucoup plus nocif parce que beaucoup de gens le regardent en regardant parce que voilà, il y a un héros, il y a une enquête, il y a quelque chose. Sauf qu'à chaque fois, c'est les affreux extrême droite, à chaque fois, c'est des sujets contre les méchants conservateurs. C'est un discours ultra progressiste et pour moi, c'est bien plus nocif et bien plus fourbe qu'une émission de radio, une chronique de France 1, de Cohen ou de Legrand. Tout à fait, oui, vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est pas tout à fait équilibré. Et c'est également un moyen de continuer à faire passer des opinions pour des faits.
Faut pas oublier ça aussi. C'est tout à fait indirect. Mais Rappelons qu'à la encore une télévision fois, française, notamment dans l'émission Plus belle la vie, il y avait à un Exactement. moment donné les ministères français qui ne faisaient pas du placement de produits, mais qui faisaient du placement d'idées, jusqu'à ce que on finisse par expliquer que le placement d'idées était quand même un peu limite. Mais donc en France, on a quand même un appareil d'État qui s'essaye à empêcher la parole des opposants, à délégitimer la parole du public sous prétexte de professionnalisme et qui va jusqu'à manipuler les imaginaires. et bien sûr, mais excusez-moi, il me semble qu'Emmanuel Macron, le 13 juillet dernier, a fait un discours donc avant la fête nationale, où il a clairement parlé de sécurité cognitive. Donc à partir du moment où on est là, ça n'a rien d'étonnant. Non, mais ce n'est pas nouveau, effectivement, c'est une machine de propagande, effectivement, aujourd'hui. Alors ce qui est assez drôle, c'est que l'ORTF ne l'était pas. Curieusement, quand on regarde de vieilles émissions de l'ORTF, alors si l'information était tenue, effectivement, mais vraiment de manière extrêmement étroite, toute la création, je dirais, de fiction et de documentaire, elle était parfaitement libre. On trouvait vraiment de tout. Imaginez aujourd'hui l'émission pour une droit de réponse, par exemple. Ça serait tout à fait impensable. Et donc non, on a vraiment aujourd'hui un État qui, avec tous les moyens possibles et imaginables, essaie de réduire le champ de l'expression possible. Voilà. Arthur, Et ça se fait de manière parfaitement oblique. Prenons, vous avez mentionné tout à l'heure l'avortement. Excusez-moi, mais la question ne se pose pas de savoir si on est pour et contre l'avortement. Être défavorable à l'avortement est une opinion. Voilà, point final. On a le droit de l'avoir, on a le droit de l'exprimer. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, est-ce qu'on devrait... même si je ne suis pas d'accord, mais ça, encore une fois, c'est pas mon problème. Je ne suis pas la société, et je n'ai pas à imposer à autrui des valeurs. Voilà. À partir du moment où on commence à parler de valeurs et non plus de principes, ça part en sucette, effectivement. Ouais. Et on voit survenir ce genre de méthodes qui sont effectivement des méthodes qui ne sont pas sans rappeler celles d'États totalitaires, que ce soit de régime d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui utilisaient les mêmes techniques. Arthur de Vatrigan. Mais ce qui est, vous dites assez justement, mais ce qui est pour moi encore plus effrayant, c'est que c'est au service de l'État. Mais si on regarde bien, c'est pas au service de l'État. L'État ils exercent vraiment un rôle de contre-pouvoir, sauf qu'en fait c'est le pouvoir. Et que l'État et le politique est devenu le contre-pouvoir des médias. Certains ont un peu le courage d'affronter la doxa. La doxa, elle n'est pas dictée par l'État, elle n'est pas dictée par le politique qui est en place, elle est dictée par l'idéologie dominante. Alors sur l'avortement, évidemment, 90% des gens sont d'accord parce que de toute façon, ça a été réglé et que plus personne ne va faire une manif pour vous lutter contre l'interdiction de parler de l'avortement. Mais en revanche, sur tout le reste, si vous regardez, il y a une extrême gauchisation idéologique. Je veux dire, Macron est ultra contesté, c'est le président actuel, il est ultra contesté au sein des médias publics. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est une idéologie qui est servie par les médias, donc par le service public, donc par nos impôts. Donc c'est très dur à identifier et c'est très dur à nommer en disant voilà, parce que s'il y avait une collusion directe entre le chef de gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et des médias publics, c'est réglé, regardez, ils sont au service d'un tel, donc voilà, on sait. Là, c'est une idée. Comment on fait pour lutter contre une idée, en fait ? Eh bien, écoutez, alors je vais faire mon marxiste, vous allez voir. Il faut jamais négliger Marx, si on regarde cela sous une logique de classe, parce que c'est ce dont il s'agit, ou de caste, on le voit très bien. On voit très bien que ces gens-là sont parfaitement homogènes d'un point de vue socio-culturel et professionnel. Ce sont tous des gens qui ont fait Sciences Po, ce type d'école, ce sont tous des gens qui sont parisiens. Imaginez-vous qu'en France, moi ce qui m'a toujours choqué, même toujours choqué chaque fois que j'étais à l'étranger, c'est de me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de presse nationale à l'étranger, il n'y en a qu'en France. Vous avez mieux, le seul journal qui se rapproche peut-être d'une presse nationale en France, c'est Ouest France, c'est pas Le Monde, c'est pas Libé. Donc nous avons en France une presse parisienne à diffusion nationale, ce qui est tout à fait différent. Et ça, c'est ce centralisme parisien. Donc nous avons affaire à une classe particulière de gens qui sont essentiellement des CSP+, qui sont financés sur des fonds publics, de la bourgeoisie urbaine, soyons clairs.
qui se sont accaparés tous les moyens de production et de création au sein de l'État. Donc on a vraiment affaire à une logique de classe. Et ça, on le doit effectivement. Enfin, imaginez que quand même notre ami Jack Lang, à son époque au ministère de la Culture, avait nommé des commissaires à la création. Des commissaires à la création. Commissaires. Moi qui suis, franchement, donc qui viens de la gauche, ça m'a déjà. Enfin, j'étais trop jeune à l'époque, mais quand je me suis rappelé de cela, ça m'a fait bondir, quoi. Pourquoi pas des commissaires politiques, quoi. Donc on Oui, a quelle bonne vraiment idée. affaire. Ça a été inventé par la Révolution française, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Ouais. Non, mais les commissaires à la création. Ah non, les commissaires politiques. Et notamment, Oui. ils étaient dans les armées de la République pour dénoncer ceux qui n'allaient pas au combat avec assez d'allant. Bah, il me semble que les Tout à fait, commissaires... voilà, c'est ça, oui. Non, mais là, je parlais des commissaires à la création. Bah, ça a existé, ça, non? Il me semble que ça, je veux dire, les nazis et puis les communistes, ils imposaient un art officiel. Donc, en fait, si, les commissaires à la création... Ouais, c'est marrant, c'est toujours la même chose, quoi, d'ailleurs. Oui, c'est amusant. Les racines idéologiques de Jack Lang puissent toujours dans les bons totalitarismes. Pascal Clairotte, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette question de la liberté d'expression. Voilà, et je rappelle votre journal L'Éclaireur pour ceux qui ont envie d'une information en ligne tout à fait libre et indépendante d'esprit, sans parler évidemment de votre excellent journal Arthur de Vatrigan. Et merci d'avoir été avec nous tous les deux ce matin sur Radio Courtoisie.